Un soldat revint du champ de bataille, serrant l'urne contenant les cendres de sa femme, et pensait que rien ne pourrait faire plus mal que cela. Jusqu'au jour où sa fille murmura doucement, « Papa, c'est maman. » 4 petits mots, et tout en lui s'effondra. Comment un père réagit-il quand son enfant désigne quelqu'un qui est censé être des cendres dans une boîte? Que s'est-il passé? Le soleil brûlant du Moyen-Orient écrasait le poste de garde où le sergent Ethan Parker était en service. L'air était épais de poussière. Ethan Parker, sergent-chef, avait servi dans l'armée pendant plus de 14 ans. Pour un soldat, la monotonie est l'ennemi, et Ethan la combattait de la seule manière qu'il connaissait, en pensant à la maison. Comme toujours, ses doigts cherchèrent la photo plastifiée dans sa poche de poitrine, sa femme Julia souriante, et leur petite fille Sophie perchée sur ses épaules. C'était son monde réel, un monde à l'autre bout du monde. Le bruit de bottes sur les escaliers métalliques interrompit ses pensées. Le major Miller, son commandant, montait. Il était inhabituel qu'un officier supérieur se rende directement au poste avancé. « Sergent Parker », dit le major, d'une voix calme mais empreinte d'une formalité qu'Ethan perçut immédiatement. « Mon major », répondit Ethan, se redressant instinctivement. Le major Miller ne dit pas grand-chose. Il tendit simplement à Ethan une enveloppe brune marquée d'un sceau de la Croix-Rouge et du mot « urgent » en gras. Le cœur d'Ethan manqua un battement. Ce genre d'enveloppe n'apportait jamais de bonnes nouvelles. Le major lui donna une brève tape sur l'épaule et s'éloigna, laissant à Ethan l'espace dont il savait que l'homme aurait besoin. Les mains d'Ethan, si stables sous le feu, tremblèrent légèrement alors qu'il déchirait l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un court télégramme des mots froids, sans émotion, dactylographié sur du papier rigide. Il le lut une fois, puis encore, espérant trouver un autre sens à ces dernières lignes. Nous avons le regret de vous informer, Madame Julia Parker, décédée suite à un accident de la route. Dépouille incinérée selon la demande de la famille. Les mots le frappèrent comme un marteau en pleine poitrine. Un accident? Incinéré? La semaine dernière encore, il avait parlé avec Julia lors d'un appel vidéo. Elle avait ri, lui avait dit de rentrer bientôt. Maintenant, son monde s'effondrait en silence. Une partie de lui voulait crier, voulait frapper quelque chose jusqu'à ce que ses poings saignent. Mais une autre partie, le soldat en lui, se força à rester immobile, à avaler la douleur entière. Il ne pouvait pas s'effondrer. Il alla directement voir le major Miller. Il ne fit qu'une seule demande, et elle fut catégoriquement refusée. « Je suis désolé, Parker. Les tensions sont vives, tous les congés ont été suspendus. Vous ne pouvez pas rentrer chez vous. » Le refus lui tomba dessus comme un coup de poing dans le ventre. Il était coincé, piégé à l'autre bout du monde, incapable de tenir sa fille dans ses bras, incapable de dire adieu. 2 jours plus tard, un officier de la logistique lui tendit un petit récipient métallique hermétiquement scellé, accompagné du certificat de décès. Ethan le prit à 2 mains. C'était froid et d'une lourdeur anormale. Tout l'amour, les souvenirs et l'avenir qu'il avait bâti avec Julia tenaient désormais dans cette boîte sans vie. Il se tint en silence sur le tarmac, le terrain d'aviation de la base derrière lui, serrant la boîte, immobile comme une pierre. Cette nuit-là, Ethan ne dormit pas. Il resta assis seul dans le poste de garde, entouré par l'obscurité et le froid du désert. À côté de lui gisait une petite boîte. Il déplia le certificat de décès sous la lumière tamisée et lut les détails crus encore et encore, comme si la répétition pouvait en quelque sorte leur donner un sens. Enfin, il ouvrit son petit journal. Au milieu du chaos de 1000 émotions, il n'écrivit qu'une seule phrase, la vérité la plus douloureuse à laquelle il devait faire face, « Ma fille Sophie, nous n'aurons plus de maman à appeler. » Il ferma le carnet. Son chagrin, comme le désert au-delà, était vaste, silencieux et sans échappatoire. Le vol qui ramena Ethan chez lui se fondit dans un voile de chagrin et d'épuisement. Les cendres de Julia étaient glissées dans son bagage à main, une urne sans poids qui pesait étrangement lourd sur sa poitrine. Quand la porte du taxi s'ouvrit devant la maison familière, sa mère, Janet, se tenait déjà sur le porche. Elle le serra dans une étreinte tremblante, ses bras frêles secouant tandis qu'elle le tenait, ne disant rien. Mais les yeux d'Ethan cherchaient au-delà d'elle un seul visage. Et puis il la vit. Sophie se tenait blottie derrière les jambes de sa mère, petite et silencieuse. Elle semblait beaucoup plus âgée qu'il ne s'en souvenait. Ses cheveux blonds tombaient maintenant au-delà de ses épaules, et l'enfant joufflu et riante de leurs anciens appels vidéo avait disparu. « Sophie » murmura Ethan, la voix rauque. Il tomba à genoux,
les bras grands ouverts, aspirant à l'étreinte serrée dont il avait rêvé pendant 3 longues années de séparation. Sophie hésita, puis s'avança. Elle tomba dans ses bras, mais ce fut tout. Son corps était raide. Ses petites mains pendaient mollement le long de son corps, ne rendant jamais son étreinte. Ethan sentit la froideur de cette distance. Il se souvenait des appels vidéo, des dessins qu'elle aimait montrer, des baisers qu'elle envoyait à travers l'écran, des questions impatientes, « Quand rentres-tu à la maison, papa ?» L'enfant dans ses bras maintenant était quelqu'un d'autre entièrement. Dans les jours qui suivirent, les changements de Sophie devinrent plus difficiles à ignorer. Elle parlait à peine. Quand Ethan l'interrogeait sur l'école ou les amis, elle se contentait de hocher ou secouer la tête, toujours les yeux fixés sur le sol. Elle ne croisait jamais son regard. Son comportement, aussi, était étrange. Sophie s'asseyait souvent seule dans le salon, serrant un ours en peluche usé. Elle choisissait toujours un coin juste contre le mur et tressaillait si quelqu'un allumait soudainement les lumières. Ethan se disait que c'était le traumatisme de la perte de sa mère. Peut-être qu'elle n'était simplement pas habituée à avoir son père autour d'elle après si longtemps. Elle avait besoin d'espace. Elle avait besoin de temps. C'est ce qu'il crut au début. Mais leur premier dîner ensemble planta une graine de doute qu'il ne pouvait pas chasser. Ce fut un repas calme. Janet tenta de servir à manger à Ethan tandis qu'il engageait une conversation douce avec Sophie, mais elle ne dit rien. Puis soudain, sa fourchette glissa de ses doigts et tomba avec un bruit sec sur le plancher en bois. « C'est bon, ma chérie, » dit Ethan doucement. Instinctivement, il se pencha pour la ramasser. Au moment où il le fit, Sophie tressaillit. Tout son corps recula, se recroquevillant contre le bord de la table, comme si elle se préparait à un coup. Ses yeux s'écarquillèrent de peur. Ethan se figea, sa main suspendue en l'air. Il leva les yeux vers sa fille, stupéfait par la terreur sur son visage. Ce n'était pas la réaction d'un enfant qui avait simplement laissé tomber son ustensile. Il jeta un coup d'œil rapide à sa mère, cherchant une explication. Mais Janet détourna la tête. Ses yeux restèrent fixés sur son assiette. Elle ne dit rien, fit comme si rien ne s'était passé. Son silence était plus alarmant qu'un cri. Ethan ramassa la fourchette et la remit doucement sur la table. Mais l'air s'était déjà alourdi, devenu plus difficile à respirer. Il regarda sa petite fille, la tête baissée, et pour la première fois, une pensée transperça le brouillard du chagrin, quelque chose n'allait pas, profondément, indubitablement. Déterminé à briser le mur invisible entre lui et sa fille, Ethan décida de ranger la chambre de Sophie, espérant créer un espace plus frais et plus accueillant. Les murs étaient peints d'un rose doux, mais l'atmosphère portait une étrange lourdeur. Alors qu'il ramassait les dessins éparpillés sur son bureau, il marqua une pause. Quelques-uns des dessins de Sophie attirèrent son regard. Ils étaient faits au crayon de cire, avec les lignes maladroites d'un enfant, mais le contenu était loin d'être innocent. Un dessin montrait une femme au visage déformé, tordue de colère, la main levée, tenant ce qui ressemblait à un fouet. À côté d'elle se trouvait une petite silhouette recroquevillée. Sur une autre page, Sophie avait dessiné un grand cadenas, et derrière les barreaux, un seul œil regardait, rempli de larmes. Un frisson parcourut l'échine d'Ethan. Il posa les dessins, essayant de chasser ces images de son esprit. Quelques jours plus tard, pendant le petit déjeuner, Sophie renversa accidentellement son verre de lait. Il se répandit sur la table, et avant qu'Ethan ne puisse réagir, sa mère, Janet, se précipita avec un chiffon, comme pour couvrir quelque chose de terrible. Mais il était trop tard. Sophie avait déjà glissé de sa chaise et était tombée à genoux sur le sol. Elle ne pleura pas. Elle trembla simplement, murmurant des mots étranges, répétés comme une excuse préprogrammée, « Je n'ai pas fait exprès. Je ne dirai rien à grand-mère. Maman, s'il te plaît, ne m'enferme pas. » Ethan se figea. « Ne m'enferme pas ?» Il regarda sa mère, mais Janet garda la tête baissée, essuyant le désordre, évitant son regard. Il aida Sophie à se lever, l'esprit en ébullition. Il tenta de se rassurer. Les enfants imaginent des choses. Peut-être avait-elle vu quelque chose à la télévision et eu peur. Mais même à ses propres oreilles, l'excuse sonnait creux. Les bizarreries ne s'arrêtèrent pas là. Ethan remarqua que Sophie n'entrait jamais seule dans la salle de bain. Elle restait près de la porte, attendant que grand-mère y entre avec elle. Un soir, il la trouva recroquevillée dans un coin de sa chambre, se grattant le bras encore et encore avec son ongle.
Il lui prit doucement la main et vit des marques fraîches et rouges sur sa peau, superposées à d'anciennes cicatrices estompées. Ce n'était pas de l'imagination. C'était de la douleur, une vraie douleur. Il regarda sa fille, un petit être fragile, portant des blessures qu'il ne pouvait commencer à comprendre, et un sentiment d'impuissance commença à le saisir. Le froid qu'il ressentait ne venait pas de la maison. Il venait des secrets qui entouraient sa petite fille. Au milieu de la nuit, Ethan se réveilla en sursaut, non pas d'un cauchemar de champ de bataille, mais d'un autre son, un sanglot étouffé, silencieux et retenu, venant de la chambre de Sophie. Il glissa hors du lit, pieds nus pressant le sol froid. La porte de sa chambre était légèrement entr'ouverte. Sous la douce lueur de la veilleuse, il vit son visage enfoui dans son oreiller, son petit corps tremblant à chaque sanglot. Ses lèvres bougeaient, murmurant des phrases brisées, « S'il te plaît, c'est un cauchemar. J'ai froid. J'ai faim. Maman, ne ferme pas la porte à clé. Maman. » Chaque mot transperça le cœur d'Ethan. Il se précipita vers elle, alluma la lampe de chevet et la prit dans ses bras. Elle trembla violemment dans son étreinte, les yeux grands ouverts, effrayée et désorientée, comme si elle venait d'être arrachée à un autre monde. Puis elle le regarda, et dans cette brume de sommeil, elle posa une question qui le figea sur place. « Papa, murmura-t-elle, la voix fragile et déchirée, si je suis sage, maman reviendra-t-elle » Ethan n'eut pas de réponse. Il ne put que la serrer plus fort, sentant ses frissons tandis qu'il luttait pour ravaler le nœud qui montait dans sa gorge. Le lendemain matin, après que Sophie fut partie à l'école, Ethan alla voir sa mère. Sa patience avait atteint ses limites. « Maman » demanda-t-il directement, d'une voix ferme, « quand Julia est morte, Sophie était-elle là » Janet se figea. Ses mains, en plein pliage d'une chemise, s'arrêtèrent net. Elle ne croisa pas son regard, fixant simplement un point vague sur le mur. « L'accident est arrivé quand elle est sortie seule » murmura-t-elle. « Sophie est restée ici avec moi. » Techniquement, c'était une réponse, mais elle esquivait la vraie question. Son évasion sonnait comme un aveu. Poussé par un mauvais pressentiment, Ethan retourna dans la chambre de Sophie. Cette fois, il ne rangea pas. Il chercha. Il sortit chaque tiroir, feuilleta chaque livre. Et puis il le trouva, caché sous une pile de vêtements dans le tiroir du bas, un autre dessin. Celui-ci délibérément dissimulé. Les lignes étaient toujours maladroites, enfantines, mais le message était douloureusement clair. Sophie s'était dessinée, une minuscule silhouette à l'intérieur de ce qui ressemblait à une cage qui ressemblait à une niche de chien, et la porte était fermée par une lourde chaîne. Tenant le dessin de la cage dans ses mains, Ethan ne pouvait plus se mentir. Ce n'était pas le fruit de l'imagination d'un enfant. C'était un appel à l'aide. Il se rendit directement au salon où Madame Janet était assise. Il ne dit pas un mot, posa simplement le dessin sur la table. « Qu'est-ce que tu me caches, maman ?» Sa voix n'était pas forte, mais elle portait un poids, assez lourd pour qu'il n'y ait plus de place pour l'évitement. Janet regarda le dessin, puis le visage résolu de son fils. Le mur qu'elle avait construit si soigneusement s'effondra enfin. Elle fondit en larmes, et les sanglots qu'elle avait enfouis si longtemps éclatèrent. « Je suis désolée, Ethan » pleura-t-elle. « Julia. Elle n'est pas celle que tu penses. Elle disparaissait pendant des jours, laissant la petite fille seule à la maison avec moi. Je l'ai vue traîner Sophie dans une pièce et verrouiller la porte. Quand j'ai réussi à l'ouvrir, Sophie était juste assise dans le coin, silencieuse, le visage pâle comme un drap. » Chaque mot frappa Ethan comme un marteau, s'enfonçant directement dans sa conscience. La trahison l'envahit, non seulement de la part de Julia, mais aussi du silence de sa propre mère. Mais ce n'était pas le moment de blâmer. L'émotion devait laisser place à la vérité. Une fois Janet calmée, Ethan commença à fouiller partout. Il parcourut la vieille boîte de documents de Julia que sa mère avait conservée, factures, lettres. Et puis il le trouva, plié soigneusement à l'intérieur d'un vieux carnet, une seule feuille de papier. C'était une autorisation temporaire de garde d'enfant. Dans celle-ci, Julia Parker accordait la tutelle complète de Sophie à Madame Janet pour 6 mois. Ce qui stupéfia Ethan fut la date, elle avait été signée et notariée près d'un mois avant que Julia ne soit déclarée morte. Tout avait été planifié dès le début. Le papier à la main, une froide lueur de suspicion traversa l'esprit d'Ethan. Il alluma son ordinateur et se connecta au compte bancaire joint qu'il partageait avec sa femme. Avec soin,
il examina l'historique des transactions des jours entourant l'accident. Et puis il le vit. À la date exacte indiquée sur le certificat de décès, une somme colossale, toutes leurs économies, avaient été transférées sur un compte totalement inconnu. Ethan resta figé devant l'écran. La lueur du moniteur éclairait son visage, désormais vidé de toute expression. L'accident, le chagrin, l'urne de cendres qu'il avait portée tout au long du vol silencieux, tout cela n'avait-il été qu'une mise en scène? Pendant qu'il pleurait sa femme, l'avait-elle vidé de leur compte et disparu? Dans les jours qui suivirent sa découverte de la vérité derrière la procuration et le compte bancaire caché, Ethan vécut dans un état de vigilance suffocante. Il ne se noyait plus dans le chagrin aveugle d'un veuf. Au lieu de cela, il se déplaçait comme un soldat traversant un champ de mines, chaque pas délibéré, chaque regard prudent. Tout autour de lui semblait désormais enveloppé d'un brouillard de tromperie. Et pourtant, devant Sophie, il devait faire comme si de rien n'était. Il devait être un père, une montagne stable et inébranlable, même si le sol sous ses pieds s'effondrait. Il essaya de briser le mur invisible entre eux. Un après-midi, il entra dans la chambre de Sophie et la trouva assise par terre, jouant tranquillement avec un ensemble de blocs de bois. Il s'agenouilla à côté d'elle sans dire un mot, se contentant de la regarder en silence. Elle ne construisait pas de château ou de maison. Elle alignait les blocs en une rangée parfaitement droite, nette, rigide, comme un mur. « Que construis-tu, princesse ?» demanda Ethan, gardant sa voix aussi douce que possible. Sophie tressaillit, comme s'il avait interrompu quelque chose de sacré. Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle secoua la tête et fit tomber la clôture de bois qu'elle avait si soigneusement construite. Le silence revint, lourd et froid, pour Ethan. Parler à sa fille semblait plus difficile que de négocier une prise d'otage. Chaque mot devait être pesé, chaque geste calculé pour ne pas l'effrayer. « Sophie, tenta-t-il à nouveau, tu t'es amusée à l'école aujourd'hui ?» Elle hocha simplement la tête, les yeux toujours fixés sur les blocs éparpillés sur le sol. Une amère impuissance monta dans la poitrine d'Ethan. Il avait affronté des ennemis au combat, survécu à des embuscades en territoire hostile. Pourtant, il était là, incapable de franchir les défenses de sa propre fille. Il la regarda, une petite âme fragile se barricadant dans un monde auquel il n'avait pas la clé pour entrer. Et à ce moment-là, il réalisa, pour l'aider, il devrait d'abord la sortir de cet isolement. Peut-être qu'un peu de bruit du monde extérieur, juste le doux bourdonnement de la vie, pourrait aider. Et, dit-il, forçant un sourire décontracté. Et si on allait tous les deux chercher du poulet frit, à cet endroit que tu aimes? Cette fois, Sophie leva les yeux. Pendant un instant, il vit une lueur de lumière dans ses yeux. Elle fit un petit hochement de tête, mais clair. Pour Ethan, cela seul ressemblait à une victoire. Au restaurant de poulet frit, l'énergie chaleureuse et animée semblait aider. Sophie coloriait tranquillement sur le napperon en papier, plus détendue, ses petites épaules n'étant plus aussi tendues. Ethan la regardait, s'accordant un rare moment de paix. Peut-être que tout irait bien. Peut-être s'était-il trop inquiété. Et puis il l'entendit, un rire, clair, familier, et d'une réalité déchirante, s'élevant de l'autre côté de la pièce. Le crayon glissa de la main de Sophie et roula sur la table. « Papa » murmura-t-elle, la voix tremblante d'incrédulité et d'un espoir fragile, « Maman, c'est maman. » Ethan se retourna. Son cœur s'arrêta. Julia, assise dans une cabine privée, riant. Riant à côté de Thomas Green. Ce n'était pas une ressemblance. Ce n'était pas un fantôme. C'était elle. La femme qui avait simulé sa mort et volé sa vie. Tous les deux étaient là. Il se figea. L'odeur du poulet frit, les rires des enfants, tout disparut. Le monde se réduisit à un seul cadre impossible, 3 personnes, une vérité. Maman. La voix de Sophie retentit, non plus un murmure, mais un cri de joie mêlé d'une confusion déchirante. Il transperça le bruit comme une lame. Le rire de Julia mourut à mi-voix. Elle tourna la tête. Leurs regards se croisèrent. À cet instant, le masque parfait qu'elle portait se brisa. Le choc se mua en panique. Ethan se leva, la chaise s'écrasant derrière lui. Ses lèvres bougèrent avant qu'il ne puisse réfléchir, sa voix rauque, brisée. « Julia !» Il ne parla pas fort, mais elle l'entendit, et ce fut suffisant. Elle se tourna vers Thomas, marmonnant quelque chose d'urgent. Pas une seule fois elle ne regarda en arrière la petite fille qui se tenait maintenant dans la cabine,
les yeux écarquillés, le cœur brisé. Puis, sans hésiter, ils s'enfuirent. Jetant une liasse de billets sur la table, ils se précipitèrent vers la sortie de secours, courant presque. « Reste ici », aboya Ethan, plus à lui-même qu'à quiconque. Il chargea après eux, renversant des chaises, bousculant des convives stupéfaits. « Julia » cria-t-il alors qu'il atteignait le parking. Mais il était déjà trop tard. Tout ce qu'il vit fut la porte d'une voiture noire élégante se refermer avec fracas. Le moteur rugit. La voiture s'éloigna à toute vitesse. Il sprinta après elle, quelques pas désespérés, avant de s'arrêter, le souffle saccadé, la poitrine brûlante. Et puis vint ce moment de clarté, froid et limpide, forgé au combat. Il sortit son téléphone de sa poche. Sa main trembla, mais il la tint stable juste assez longtemps pour prendre une photo de la plaque d'immatriculation alors que la voiture disparaissait dans la nuit. Il resta là, sur le parking, le téléphone toujours serré dans sa main, haletant. Le chagrin aveugle avait disparu. Maintenant, la trahison avait un visage et une plaque d'immatriculation. Il se retourna et retourna dans le restaurant, vers le son des sanglots de sa fille. Mais dans l'esprit du soldat, la mission avait déjà changé. La chasse avait officiellement commencé. Le silence dans la voiture sur le chemin du retour était plus lourd que les sanglots de Sophie. Elle était assise sur la banquette arrière, le visage enfoui dans son ours en peluche, laissant échapper de petits sanglots de temps en temps. Ethan ne savait pas quoi dire. Comment expliquer à une enfant de 6 ans que la mère qu'elle venait de reconnaître avec tant de joie s'était enfuie d'elle, comme si elle était une sorte de monstre? Tout ce qu'il put faire fut de répéter le même mensonge douloureux, « Je dois m'être trompé, ma chérie. Cette femme ressemblait juste à ta maman. » Chaque fois qu'il le disait, il avait l'impression de se graver le cœur. Cette nuit-là, il fallut des heures pour que Sophie s'endorme. Elle s'accrochait à lui, refusant de fermer les yeux, comme si elle craignait que s'il s'endormait, il ne disparaisse aussi. Finalement, lorsque sa respiration se régla sur le rythme régulier du sommeil, Ethan libéra doucement ses petites mains de sa chemise et l'aborda. Il resta là dans l'obscurité, la regardant. Son visage innocent était encore strié de larmes. La rage qu'il avait ressentie sur ce parking s'était refroidie, durcie en un seul objectif inébranlable. Ethan n'était plus un mari en deuil ou un père confus. Il était un soldat en mission. L'ennemi avait montré son visage, et il venait de blesser la personne même qu'il était censé protéger. Il n'alla pas à la police. Il savait qu'il ne le croirait pas sans preuve solide. « Officier, ma femme, celle qui a été déclarée morte, est en fait vivante et vient de s'enfuir de moi dans un restaurant de poulet frit. » Il pouvait déjà imaginer leurs expressions. Il penserait qu'il souffrait de PTSD. Non. Il rassemblerait ses armes avant d'entrer au combat. Il s'assit devant son ordinateur. La maison était enveloppée de silence. La seule lumière venait de la lueur de l'écran, projetant une teinte pâle sur son visage résolu. Il afficha la photo de la plaque d'immatriculation. C'est là que la contre-attaque commencerait. Il connaissait ses limites dans le monde numérique. Il lui fallait un spécialiste. Cherchant dans son portefeuille, il en sortit une carte de visite usée, que lui avait donnée un ancien camarade soldat des années auparavant. « Si jamais tu as besoin de trouver quelque chose, ou quelqu'un qui ne veut pas être trouvé, appelle ce gars. » La carte ne portait qu'un nom, Mike, et un numéro de téléphone. Il composa le numéro. Une voix rude et rauque répondit à l'autre bout, « Mike. J'ai eu votre nom par un ami commun dans l'armée, » dit Ethan d'une voix égale, masquant toute trace d'émotion. « J'ai besoin que vous trouviez quelqu'un pour moi. »« Quel genre d'infos, et combien vous payez ?» demanda Mike, droit au but. « J'ai besoin de retrouver le propriétaire d'une voiture, » dit Ethan, lisant le numéro de plaque à voix haute, « et tout ce que vous pouvez dénicher sur les 2 personnes à l'intérieur. L'un d'eux s'appelle Thomas Green. » Il ne mentionna pas Julia. Il voulait un rapport objectif, non altéré par une histoire trop incroyable à croire. Les résultats arrivèrent plus vite que prévu. 2 jours plus tard seulement, un email crypté arriva dans sa boîte de réception. Le premier rapport était froid, clinique et direct. La voiture était enregistrée sous une société écran nommée Green Future. Mais après avoir retracé les factures d'entretien, la piste mena à un appartement de luxe au nom de Linda Clark. Une photo de surveillance était jointe. C'était Julia sortant de l'immeuble, élégante et ressemblant à une étrangère. Ce nom, Linda Clark, sonnait creux, sans âme, comme une gifle à leur mariage d'autrefois.
Le deuxième rapport arriva le lendemain, et il était bien pire. Mike avait fouillé profondément dans le passé de Thomas Green. C'était lui, Thomas, qui avait utilisé ses anciennes connexions dans un département de dossiers médicaux pour fabriquer un certificat de décès impeccable. Thomas, le meilleur ami d'Ethan, son témoin à son mariage, l'homme qui avait autrefois promis de veiller sur eux deux. Il était l'architecte du mensonge. Ensemble, lui et Julia dirigeaient Green Future, une entreprise pharmaceutique déguisée en association caritative pour enfants. La cruauté de la chose était presque poétique. L'argent qu'Ethan avait économisé pour l'avenir de Sophie, ses économies durement gagnées, étaient devenues leur capital de démarrage. Chaque phrase de ce rapport frappait comme un marteau, mais une question hurlait par-dessus tout, pourquoi ? Pourquoi aller jusqu'à simuler une mort ? Poussé par cette question, Ethan se tourna vers un vieil ordinateur portable que Julia avait laissé derrière elle lors d'un de ses nettoyages de placard. Il avait traîné dans une boîte poussiéreuse au grenier, une relique d'une autre vie. Il le descendit, souffla la épaisse couche de poussière et l'alluma. Le carillon de démarrage familier résonna doucement. Le bureau apparut, une vieille photo de trois au parc, Sophie rayonnante de joie. Une douleur aiguë lui transperça la poitrine. La plupart des fichiers avaient disparu, effacés. Mais ils avaient oublié une chose, une sauvegarde automatique dans le cloud qu'Ethan lui-même avait configuré pour elle des années auparavant, au cas où l'ordinateur portable tomberait en panne. Il se connecta au compte, fouilla dans les archives des centaines de mails triviaux, des reçus d'achat en ligne, des journaux de discussion avec des amis. Et puis il le trouva. Il n'était pas dans le dossier des éléments envoyés. Il se trouvait tranquillement dans les brouillons, sauvegardé quelques semaines seulement avant sa mort. L'objet était simple, note. Il cliqua. À l'intérieur se trouvait un seul paragraphe court ou une confession non destinée à quiconque, peut-être même pas à elle-même. Il faut que ça finisse. Je ne peux plus vivre cette vie petite et pitoyable. Toujours attendre, toujours dépendre. Thomas avait raison. Je mérite plus. J'ai juste besoin de me débarrasser du dernier fardeau, cet enfant. Une fois qu'elle sera partie, je serai complètement libre. Fardeau. Cet enfant. Ce n'était pas seulement des mots sur un écran. C'était de l'acide, corrodant chaque dernier bon souvenir qu'il avait encore d'elle. Il lut le paragraphe encore et encore, essayant désespérément d'y trouver un autre sens. Mais il n'y en avait aucun. La trahison, la rage, tout cela fit place à quelque chose de beaucoup plus froid, le vide. Ce n'était pas impulsif. C'était calculé, froid. Et sa fille, sa petite fille, avait été vue comme un obstacle, quelque chose à éliminer. Puis, de l'embrasure de la porte, un petit bruit. Sophie se tenait là, l'ours en peluche dans les bras, les yeux doux et clairs. Elle s'était réveillée. Elle sourit. D'une voix des plus innocentes, elle murmura, « Papa, tu veux jouer avec moi ?» Ethan regarda l'écran de l'ordinateur, où les mots les plus cruels qu'il n'avait jamais lus le fixaient toujours. Puis il regarda sa fille. Et à ce moment-là, il comprit. Ce combat ne concernait pas la justice pour lui-même. Il ne s'agissait pas de l'argent volé. C'était une bataille pour son âme, une bataille pour l'avenir de l'enfant dont la propre mère l'avait qualifié de fardeau. Et le soldat en lui était prêt pour le combat final. L'écran de l'ordinateur portable brillait toujours dans le salon plongé dans l'obscurité. Les lignes sur « son fardeau » et « cet enfant » brûlaient froidement et profondément dans l'esprit d'Ethan, comme un verdict silencieux. Il ne ressentait plus de choc ni de douleur. Cette partie de lui avait déjà été brûlée. Ce qui restait était un noyau de ressentiment latent et un objectif unique. Il jeta un coup d'œil à Sophie. Elle s'était assoupie sur le canapé, serrant toujours fermement son ours en peluche. Doucement, il la souleva dans ses bras, la porta jusqu'à la chambre et l'aborda. Il resta là un long moment, regardant le visage angélique de sa fille, et un vœu silencieux prit racine dans le cœur du soldat, il ne laisserait plus jamais personne lui faire du mal. De retour dans le salon, Ethan ne s'assit pas. Il commença à faire les 100 pas, son esprit fonctionnant avec la froide précision d'un homme élaborant un plan de bataille. Il savait exactement ce dont il avait besoin. Il ne pouvait pas attendre un système judiciaire lent. Il devait les affronter face à face. Il avait besoin de réponses de leur propre bouche. Il prit son téléphone, parcourut ses contacts et s'arrêta sur un nom, Jonesy, un vieux pote de son unité, un spécialiste informatique qui avait été démobilisé et lui devait une faveur. « Ethan, ça fait longtemps,
la voix de Jonesy parvint à travers la ligne. « Jonesy, j'ai besoin de ton aide. » « Pas de question, » dit Ethan platement, son ton stable mais autoritaire. « J'ai une plaque d'immatriculation. J'ai besoin de sa localisation en temps réel. » Il y eut une brève pause. Jonesy reconnut cette voix. C'était la voix de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. « Envoie-moi la plaque, » répondit-il sèchement. 15 minutes plus tard seulement, un message arriva. Un point rouge clignotait sur la carte satellite. La voiture était garée dans le garage souterrain d'un immeuble de bureaux haut de gamme en centre-ville. Ethan y conduisit directement, le cœur battant dans sa poitrine. Il se gara dans un coin isolé, les yeux rivés sur l'entrée de l'ascenseur. Il n'avait aucune idée de ce qu'il dirait. Il savait seulement qu'il devait la regarder dans les yeux de la femme qui avait été autrefois sa meilleure amie. La confusion s'était enfin dissipée, mais la colère demeurait, tourbillonnant comme une tempête sur le point d'éclater. Après près d'une heure d'attente, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Julia en sortit aux mêmes robes de bureau coûteuses, mêmes cheveux dorés, même démarche assurée d'une femme à succès. Mais elle ressemblait désormais à une étrangère, une version élégante et soignée de la femme qu'il avait autrefois aimée. Alors que la lumière du plafonnier balayait son visage à l'intérieur de la voiture sombre, elle se figea. Et puis, sans la moindre hésitation, elle se retourna et s'enfuit. Son instinct était la fuite. Elle fit volte-face, laissant tomber son sac à main, et se précipita vers sa voiture de luxe, les mains tremblantes alors qu'elle cherchait ses clés à tâtons. « Julia !» La voix d'Ethan retentit comme un ordre. Mais elle ne s'arrêta pas. Avec les réflexes et la force d'un soldat, il ne lui fallut que quelques secondes pour la rattraper. Au moment où ses doigts atteignaient la poignée de la portière de la voiture, une poigne de fer se referma sur son bras et la tira en arrière. « Lâche-moi !»« Qu'est-ce que tu fais, bon sang ?» hurla Julia, sa voix se brisant de peur et de rage. « Ce que je fais, » rugit Ethan, sa poigne se resserrant. « Je t'ai pleuré. J'ai tenu une urne qui, m'a-t-on dit, contenait tes cendres pendant tout le vol de retour. As-tu la moindre idée de ce que ça faisait ?» La confusion en lui bouillonnait. Il la tira pour qu'elle lui fasse face directement. « Pourquoi ? Toutes tes économies ? Simuler ta mort ? Et Thomas, mon meilleur ami ?» Sa voix résonna sur le parking, chaque mot frappant comme un coup de poing. Julia lutta pour se libérer, mais ce fut inutile. Quand elle réalisa qu'elle ne pouvait pas s'échapper, la peur dans ses yeux se fondit en autre chose, de la défiance, du mépris. « Je voulais une vie différente, une vie où je n'aurais pas à attendre la maigre solde d'un soldat, une vie sans être lié. » Lié ? Ethan se figea. Et puis il comprit. Sophie. Était-ce elle qui te liait ? Il la fixa droit dans les yeux, sa colère maintenant froide, tranchante comme une lame. Elle fait des cauchemars toutes les nuits. Des rêves où sa mère l'enferme dans une pièce sombre. Elle se gratte les bras jusqu'à ce qu'ils saignent. Et elle me demande si être sage ferait revenir sa mère. Chaque mot était une accusation, et juste un instant, Ethan vit une lueur d'émotion sur le visage de Julia. Mais ce n'était pas de la tristesse. C'était de l'irritation. Elle a toujours été un fardeau, dit la femme froidement, un poids que je n'ai jamais voulu porter. Cette phrase tua tout chaque souvenir, chaque once d'amour, chaque lambeau de nostalgie. La rage qu'Ethan avait enfouie depuis si longtemps éclata enfin. Il la saisit par les deux épaules, les yeux injectés de sang. La confusion avait disparu. Ce qui restait était une haine pure et non filtrée. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» rugit-il, sa voix brisée par la fureur. « C'est ta fille. Ton propre sang. » Puis soudain, Ethan lâcha prise. Il recula d'un pas et la regarda comme si elle était quelque chose de sale. Il en avait assez entendu. Il avait sa réponse. Il expira lentement. Le tremblement dans son corps commença à s'estomper, remplacé par une froide et inébranlable détermination. Il se détourna, prêt à partir. Il ne servait à rien de dire un mot de plus. Comme c'est pathétique. La voix vint de derrière un pilier de béton. Thomas Green s'avança. Il n'avait pas l'air effrayé, juste légèrement agacé que quelqu'un ait perturbé sa soirée. Les bras croisés, il regarda Ethan de haut en bas avec un mépris suffisant. Ethan se tourna pour lui faire face, à l'homme qu'il avait autrefois appelé « frère ». Thomas eut un sourire narquois, un sourire qu'Ethan brûlait d'envie d'effacer d'un coup de poing. Thomas jeta un coup d'œil à Julia, qui tremblait maintenant,
puis de nouveau à Ethan. Elle a choisi le gagnant, Ethan, dit Thomas, sa voix calme, presque cruelle dans sa certitude. C'est tout ce qu'il y a à faire. Elle voulait une vraie vie, pas rester à attendre qu'un héros de guerre ringard revienne d'une bataille oubliée. Je lui ai donné cette vie. Tu ne pouvais pas. L'insulte finale. La trahison n'était pas seulement une action. C'était des mots. C'était la satisfaction sur le visage de quelqu'un quand il vous voyait vous briser. Ethan ne dit rien. Il regarda simplement Thomas, d'un long regard fixe. Ce n'était pas le regard d'un mari trahi. C'était le regard d'un soldat qui avait ciblé sa cible la plus critique. Il n'avait pas besoin de répondre. Ses actions parleraient pour lui. Il se retourna et s'éloigna avec une résolution silencieuse, les laissant tous les deux immobiles sur le parking. La confrontation était terminée. La bataille juridique ne faisait que commencer. La fureur de la confrontation sur le parking s'était refroidie, se solidifiant en un objectif unique et inébranlable. Ethan ne rentra pas chez lui. Il roula directement vers le quartier général de la police de la ville. Il n'était plus le mari désemparé racontant une histoire incroyable. Il était un sergent militaire, et il était là pour signaler un crime, avec un dossier épais que lui et l'enquêteur Mike avaient méticuleusement préparé. Il était assis face à un détective chevronné nommé Wallace, qui l'écoutait initialement avec un air de scepticisme professionnel. Mais tandis qu'Ethan exposait calmement chaque pièce à conviction sur la table, le rapport de l'enquêteur privé, les relevés bancaires montrant le compte vidé, l'autorisation de garde signée avant l'accident, et enfin, la photo de Julia et Thomas au restaurant, l'expression du détective passa du doute à une attention ciblée au laser. Il prit le document de garde. Cette signature a été authentifiée, dit Ethan, d'une voix stable. 1 mois avant sa mort. Le détective Wallace hocha lentement la tête, puis reposa le papier. Nous prenons le relais. L'enquête officielle démarra avec une impulsion urgente. Comme Ethan l'avait prédit, Julia et Thomas paniquèrent. Ils savaient que la vérité les avait rattrapés. 2 jours plus tard, à l'aéroport international, Julia et Thomas s'enregistraient anxieusement pour un vol aller simple vers un pays sans traité d'extradition. Ils avaient vendu l'appartement, vidé le compte bancaire et étaient prêts pour une seconde évasion. Les billets d'avion en main, ils poussèrent un soupir de soulagement, convaincus d'avoir réussi. Madame Linda Clark, ou devrais-je dire, Julia Parker? Une voix calme mais autoritaire retentit directement derrière eux. Julia et Thomas se retournèrent. Le détective Wallace se tenait là, avec un autre officier à ses côtés. Chaque trace de couleur disparut du visage de Julia. Thomas ouvrit la bouche pour protester, mais au moment où il aperçut l'éclat des menottes dans la main de l'autre officier, il se tut. Le claquement sec du métal scella l'instant, mettant fin à leur évasion avant même qu'elle ne commence. La salle d'audience était saturée de tension, chaque respiration se faisant comme à travers une paille. Ethan était assis au premier rang, le dos droit, le visage illisible. Sa mère était assise tranquillement à ses côtés. De l'autre côté de l'allée, Julia et Thomas apparurent avec leur équipe d'avocats coûteux, s'efforçant de jouer le rôle de victimes incomprises. Du côté de l'accusation, une femme vive et autoritaire nommée Davis commença à dénouer la toile de la tromperie, une toile qui s'étendait bien au-delà d'une mort simulée. « Votre honneur, membre du jury », commença mademoiselle Davis, il ne s'agit pas seulement d'une affaire de fraude financière. Il s'agit d'une performance méticuleusement planifiée, d'une production mise en scène sur plusieurs années par les 2 personnes assises juste là. Et l'accusé, Thomas Green, n'était pas seulement un complice. Il était le cerveau, l'architecte, un loup déguisé en ami de confiance. Elle présenta une série de mets montrant comment, pendant qu'Ethan servait à l'étranger au Moyen-Orient, Thomas lui avait envoyé à plusieurs reprises des rapports financiers falsifiés. Il brossait un tableau convaincant d'opportunités d'investissement destinées à garantir l'avenir de Sophie. Et voici comment ils ont vidé l'argent, continua mademoiselle Davis, montrant une série de transactions bancaires affichées sur le grand écran de la salle d'audience. Pas un seul retrait, mais un siphonnage prolongé qui a duré près de 2 ans. Chaque chèque de paie que le sergent Parker envoyait à la maison était canalisé vers un soi-disant fonds de capital risque appelé Green Future. Elle marqua une pause, ses yeux se posant sur les jurés. Et le seul propriétaire de Green Future n'était autre que l'accusé, Thomas Green. Ce n'était pas un fonds. C'était son compte personnel de dépenses, habillé d'un joli nom. Les avocats de Julia et Thomas répliquèrent agressivement. Ils brossèrent le portrait d'une femme solitaire abandonnée par son mari,
qui avait naïvement fait confiance à son ami proche pour l'aider à gérer les finances. Ma cliente, Madame Parker, n'avait absolument aucune connaissance des agissements de Monsieur Green. Elle n'était qu'une autre de ses victimes. La vraie confrontation éclata lorsque Julia fut appelée à la barre. Elle portait une tenue simple, essayant de paraître fragile et sympathique. « Vous avez dit faire confiance à Monsieur Green », commença Mademoiselle Davis. « Alors, étiez-vous consciente que le fonds Green Future n'était en fait rien de plus qu'un compte personnel au nom de Monsieur Green ?»« Je ne suis pas douée avec les finances », balbutia Julia. Thomas a dit que c'était la meilleure façon de faire fructifier l'argent. Alors pourquoi votre signature figure-t-elle sur chaque document de transfert? Et ceci, Mademoiselle Davis brandit un dossier, est un email que vous avez envoyé à Monsieur Green intitulé Plan Phase 2. Pouvez-vous expliquer à quoi la phase 2 fait référence? A-t-elle été mise en œuvre juste après que le sergent Parker a été informé de votre décès et que les fonds restants ont été retirés? Julia commença à perdre son sang-froid. C'était mon argent, s'écria-t-elle. Il était parti jouer aux soldats pendant que moi, je souffrais à la maison. Je mérite une meilleure vie. La salle d'audience tomba dans un silence complet à cette explosion. Une meilleure vie, insista Mademoiselle Davis. Ou une vie avec Monsieur Green? Est-ce pour cela que vous étiez prête à abandonner votre propre fille? Je ne l'ai pas abandonnée, cria Julia. Je l'ai laissée avec sa mère pour qu'elle s'en occupe. C'est alors que Mademoiselle Davis porta le coup de grâce, un disque dur contenant des images de la caméra de Nounou. Une courte séquence vidéo fut diffusée. La salle d'audience était figée. Tu peux te taire un peu. La voix de Julia claqua dans la vidéo. Tout ça parce que tu as sali le tapis blanc. Va dans la salle de bain. Et je ne veux plus entendre un seul son de ta part. La porte claqua. Le clic d'une serrure résonna froidement. Puis les sanglots étouffés d'un enfant. Maman, je suis désolé. S'il te plaît, ne ferme pas la porte à clé. Mensonge. Tout était mis en scène, hurla Julia depuis le siège de l'accusé, sa façade calme s'effondrant enfin. C'est une enfant difficile, toujours à causer des problèmes. Je l'ai fait pour lui donner une leçon. La deuxième confession fut encore plus horrifiante que la première. Même son avocat baissa la tête de honte. Puis vint la partie finale, la plus déchirante, une déclaration enregistrée de Sophie. Son visage innocent apparut sur l'écran de la salle d'audience. Lorsque le psychologue lui posa doucement une question, la petite fille murmura, « Maman a dit, elle a dit que j'étais la raison pour laquelle elle était bloquée. Je ne dois pas pleurer parce que ça la dérange. Je dois être sage, sinon je suis puni. » Ethan baissa la tête, ses épaules tremblantes. Il ne pleura pas, mais la douleur en lui était plus profonde que les larmes. Le verdict fut rapide. Le jury n'eut pas besoin de longues délibérations. Julia fut condamnée à 12 ans de prison pour fraude à grande échelle, falsification de documents légaux et maltraitance d'enfants. Thomas fut reconnu coupable de conspiration et de fraude financière et reçut une peine de 8 ans. Tandis que les officiers emmenaient Julia, ses yeux passèrent sur Ethan. Il n'y avait aucun remords en eux, seulement une haine froide et amère. Mais Ethan ne s'en souciait plus. Il se tourna vers sa mère, qui lui serrait la main fermement. La bataille juridique était terminée, mais le voyage pour guérir le cœur de Sophie ne faisait que commencer. Une année s'était écoulée. Une année sans appel téléphonique d'enquêteur ou d'avocat, sans audience tendue. Une année d'un autre genre de silence, un silence qui avait été nourri, non pas creux. Ce fut une année de promenade tranquille au cabinet du thérapeute, d'achat de nouveaux ensembles de crayons pour remplacer les dessins sombres et lugubres, de tables de dîner où les rires, bien qu'encore timides, avaient lentement commencé à revenir. Aujourd'hui était un jour spécial. La remise des diplômes de maternelle de Sophie avait lieu dans l'auditorium de l'école, un espace joyeusement décoré de rubans lumineux et de dessins tordus mais fièrement réalisés par les enfants. Ethan était assis à mi-chemin de la rangée de chaises pliantes, serrant une vieille caméra, plus nerveux qu'il ne l'avait jamais été avant tout déploiement sur un champ de bataille. À côté de lui, Janet souriait, ses yeux brillants de joie. Mais sous cela, une tristesse lointaine persistait, un fardeau silencieux qu'elle seule comprenait vraiment. Leur chemin était tout sauf facile. Dans les mois qui suivirent l'audience, Sophie resta une petite fille portant de nombreuses cicatrices émotionnelles. Elle tressaillait encore au bruit fort. Une fois, Ethan la remarqua briser soigneusement un biscuit en minuscules morceaux avant de le manger. Quand il demanda doucement pourquoi,
elle murmura, « Je dois le manger en miettes pour ne pas le faire tomber. » Chaque petite action était un rappel silencieux de la douleur qu'elle avait endurée. Ethan et grand-mère Janet travaillèrent ensemble jour après jour pour reconstruire son monde avec un amour inébranlable et un sentiment de sécurité totale. Ils lui apprirent que laisser tomber quelque chose n'était pas un crime, que pleurer n'était pas un fardeau, et que chanter fort dans la maison était quelque chose de merveilleux. Le jour de la cérémonie de remise des diplômes, le soleil filtrait doucement à travers les fenêtres de l'école, projetant des rayures dorées sur les rangées de chaises pliantes soigneusement alignées dans le petit auditorium. Les parents s'éventaient avec des programmes, murmurant doucement, un faible bourdonnement d'anticipation remplissant l'air. Quand l'enseignante appela « Sophie Parker », Ethan sentit son cœur manquer un battement. Il resta figé une seconde. Son nom, prononcé à voix haute publiquement, sans peur, sans honte, il résonna comme une douce cloche dans sa poitrine. Il serra le bord de la chaise, puis attrapa rapidement son téléphone, tâtonnant un peu en essayant d'ouvrir l'appareil photo. Ses mains tremblaient, et puis elle apparut. Sophie, vêtue d'une petite robe bleue qui lui arrivait presque aux chevilles, une toque en papier légèrement de travers sur sa tête, et ses cheveux coiffés en une tresse nette. Ses chaussures claquaient doucement sur le plancher en bois alors qu'elle se dirigeait vers la scène. Mais ce n'était pas seulement son apparence. C'était sa façon de marcher, la tête haute, le dos droit, les yeux stables. Disparut la petite fille timide qui se cachait derrière sa jambe, qui murmurait autrefois au lieu de parler. Aujourd'hui, elle marchait comme quelqu'un qui avait trouvé sa voie, quelqu'un qui se souvenait d'où elle venait mais ne la laissait pas la retenir. Ethan déglutit difficilement, le nœud montant dans sa gorge plus aigu qu'il ne s'y attendait. Sophie monta les marches et se tint à côté de son enseignante. Elle accepta son diplôme à deux mains, fit un signe de tête poli, et juste avant de s'éloigner, sourit. C'était un petit sourire radieux, mais Ethan pouvait dire qu'il venait d'un endroit de force. Au moment où il baissait la caméra, pensant que le moment était passé, l'enseignante se tourna vers le microphone. Et aujourd'hui, annonça-t-elle avec fierté, Sophie a écrit un court texte qu'elle aimerait partager avec nous tous. Il y eut une lueur de surprise dans la pièce. Certains parents levèrent les yeux de leur téléphone. Quelques enseignants se penchèrent en avant. Ethan se figea. Un texte? Il ne savait rien de cela. Lui avait-elle dit? L'avait-elle préparé en secret? Ses doigts se crispèrent à nouveau autour du téléphone. Il appuya sur enregistrer, essayant de le tenir stable, mais le tremblement était revenu, non pas de peur, mais de quelque chose de plus profond, quelque chose de tendre, l'espoir, la fierté, peut-être les deux. Sophie s'avança vers le microphone. Elle ajusta le pied avec soin, comme on le lui avait appris, prit une respiration. La pièce, autrefois animée de bavardages discrets, tomba dans un silence complet. Même l'air semblait se figer. Ethan se pencha en avant, inconsciemment. Sophie baissa les yeux vers le papier dans sa main. Pendant un instant, elle ne parla pas, resta juste là, le silence s'étirant, mais pas gênant, intentionnel, posé. Puis elle leva les yeux, non pas vers le fond de la pièce, non pas vers le plafond, mais vers l'avant. Son regard balaya la foule, se posant brièvement sur son père. Et quand elle parla, sa voix claire, douce et stable, traversa le silence comme la lumière du matin à travers le brouillard. Mon essai s'appelle « Et celui qui est resté ». La petite fille commença, ses mains tremblant à peine alors qu'elle tenait la feuille de papier devant elle. Quelques parents se réajustèrent sur leur siège. Quelqu'un déplaça son téléphone pour commencer à enregistrer. Dans la vie, dit Sophie, sa voix petite mais inébranlable, certaines personnes viennent, et certaines personnes partent. Certaines choisissent de partir parce qu'elles pensent qu'il y a quelque chose de mieux ailleurs. Les mots flottèrent à travers l'auditorium silencieux, simples mais lourds. Au troisième rang, Ethan cessa de respirer. À côté de lui, Janet lui tendit la main et la serra fermement, ses doigts froids et humides d'émotion. Ceux qui sont partis, continua Sophie, sont-on toujours doux, sans amertume, sans reproche. Je leur ai pardonné parce que papa m'a dit un jour, garder de la colère, c'est comme boire du poison et espérer que l'autre personne tombe malade. Un silence tomba sur la pièce. Une mère à l'arrière renifla doucement. Une enseignante essuya ses lunettes. Ethan sentit sa gorge se serrer. Cette phrase. Il se souvint de lui avoir dit cela des mois auparavant, après une longue conversation sur le porche, quand elle avait pleuré les personnes qui avaient disparu de sa vie. Il n'avait pas pensé qu'elle écoutait même alors, mais elle l'avait fait. Elle l'avait retenu. Mais ceux qui sont restés, Sophie marqua une pause,
et quelque chose dans sa voix s'éleva à l'espoir, peut-être, ou quelque chose de plus pur. Ses yeux cherchèrent la foule jusqu'à se poser là où ils devaient, sur Ethan et Janet. Je veux les serrer dans mes bras très, très longtemps. Sa voix ne trembla qu'une seule fois, mais elle ne détourna pas le regard. Parce qu'ils sont restés. Même quand les choses étaient difficiles, ils m'ont appris à sourire à nouveau. Ils sont ma maison. Elle termina là. Pas de fin dramatique. Pas de citation fantaisiste. Juste la vérité, prononcée par le petit cœur d'une fille qui avait vécu plus que la plupart de son âge. Pendant un instant coupé le souffle, personne ne bougea. Même l'air semblait immobile. Puis une seule paire de mains commença à applaudir, doucement d'abord, puis une autre se joignit, et puis une autre. En quelques secondes, toute la salle était debout, une vague d'applaudissements déferlant vers l'avant, balayant toutes les barrières. Enseignants, parents, élèves tous se levèrent, applaudissant non seulement pour ses mots, mais pour son courage, pour sa guérison, pour l'enfant qui avait trouvé sa voie et choisi de l'utiliser non pas pour blesser, mais pour aimer. Les mains d'Ethan tombèrent sur ses genoux. Le téléphone glissa sur le côté. Il ne voyait plus clairement. Son viseur était devenu flou, non pas à cause de l'objectif, mais des larmes qu'il n'avait même pas réalisé qu'elles coulaient. Une larme chaude roula sur sa joue, puis une autre non pas de chagrin, non pas de douleur, mais de quelque chose de plus profond, une fierté si pleine qu'elle faisait mal, une libération dont il n'avait pas réalisé qu'il avait besoin, et un amour si immense qu'il éclipsait tout le reste. Quand la cérémonie se termina, Ethan n'attendit pas. Il se fraya un chemin à travers les poignées de main polies et les vœux, se faufilant dans la foule de parents applaudissants et d'enfants bavards. Et puis il la vit, debout au bord de la Seine, toujours dans sa petite robe, tenant toujours son diplôme comme s'il était en verre. Sophie. Elle se retourna juste à temps pour le voir tomber à genoux. Et puis elle courut. Avec une vitesse que seuls les enfants connaissent, elle vola dans ses bras, l'enveloppant si complètement, si sans réserve. C'était comme si le monde s'était réduit à eux deux. Il la serra comme s'il s'ancrait à la seule chose qui ait jamais vraiment compté. Puis vint Janet. Lentement, silencieusement, elle s'avança et les enveloppa de ses bras, un de chaque côté, posant sa joue sur l'épaule de son fils. Un cercle, une famille, un abri fait non de briques, mais du choix de rester. Personne ne parla. Il n'en avait pas besoin. Sur le chemin du retour, le ciel était peint d'une éclatante nuance d'orange et d'or alors que le soleil se couchait derrière les collines. Les feuilles bruissaient doucement sous les pieds. Sophie sautillait en avant, sa robe bleue s'évasant à chaque petit bond. Elle donna un coup de pied à une feuille sèche et rit quand elle tourbillonna dans les airs. Ethan et Janet marchaient quelques pas derrière. Leurs pas étaient lents, leur silence plein, non pas gênant mais content, le genre de silence qui disait « Nous y sommes arrivés. Nous sommes toujours là. » Puis la voix de Janet brisa le silence. Elle était basse, rauque, presque un murmure. « Elle est si courageuse, Ethan. Plus courageuse que je ne l'ai jamais été. » Ethan ne répondit pas tout de suite. Il hocha simplement la tête, son regard fixé sur la petite fille qui sautillait en avant, la fille qui avait autrefois eu peur de parler et qui se tenait maintenant devant le monde, le menton levé, déclarant qui elle était. Et à ce moment-là, il réalisa qu'elle n'avait pas seulement obtenu son diplôme scolaire. Elle avait obtenu son diplôme de la peur. Ethan se tourna pour regarder sa mère. La lumière dorée du coucher de soleil projetait une douce lueur sur son visage, mais elle ne pouvait cacher les larmes scintillantes dans ses yeux. Ses lèvres tremblèrent alors qu'elle parlait, des mots longtemps enfouis remontant enfin à la surface. « Je suis désolée, mon fils, dit-elle doucement, la voix brisée. Quand cette petite fille a parlé de pardon là-haut sur cette scène, quelque chose en moi s'est libéré. J'ai besoin de dire ceci. J'aurais dû le dire il y a longtemps. » Ethan ralentit ses pas, son cœur lourd mais calme, comme s'il avait attendu ce moment aussi. Sans m'en rendre compte, je l'ai vu, Ethan. Je savais que quelque chose n'allait pas. La façon dont Julia traitait Sophie, son silence, sa tristesse. J'ai tout vu. Ses épaules tremblèrent légèrement en l'admettant. Mais j'avais peur. Peur de ce que Julia pourrait faire. Peur que si je parlais, elle ne déforme les choses, ne m'enlève Sophie pour toujours. Et donc, je me suis tu. Je me suis dit que je protégeais Sophie en restant proche, mais la vérité est que je me protégeais moi-même. Ce n'était pas du courage. C'était de la lâcheté. Elle s'arrêta, essuyant une larme du revers de la main, mais d'autres suivirent. J'aurais dû mieux la protéger.
J'aurais dû t'appeler plus tôt. Je l'ai laissé tomber. Je t'ai laissé tomber. Ethan cessa de marcher. Il se tourna lentement vers elle, puis tendit la main, posant doucement sa main sur son épaule. « Maman, dit-il, sa voix basse mais inébranlable. Regarde-moi. » Elle le fit, les yeux rouges, le visage vulnérable, comme un barrage qui cède enfin. « Tu n'as pas échoué. Tu avais peur, et c'est humain. Mais tu es resté. Et c'est ce qui a compté. Quand je ne pouvais pas être là, tu étais la seule lumière de Sophie. Tu as ouvert la porte quand elle était enfermée. Tu t'es assise avec elle quand elle pleurait et que personne d'autre ne remarquait. Tu lui as donné de la chaleur quand le monde est devenu froid. Sa voix s'adoucit encore plus. Tu as été sa personne, celle qui est restée, bien avant que je ne revienne. Sophie le sait, et moi aussi. Et je ne te blâmerai jamais, jamais. Puis il la serra dans une étreinte serrée, pleine, stable, le genre de câlin qui défait des années de silence et recoue de vieilles blessures sans un mot. Janet s'accrocha à lui, son corps tremblant tandis que le fardeau qu'elle avait porté si longtemps, la culpabilité, le regret, le silence s'évanouissait enfin. Elle sanglota, non pas de honte, mais de libération. Ethan la serra jusqu'à ce que le tremblement s'apaise. Quand ils se séparèrent, son visage était mouillé, mais ses yeux étaient plus clairs, plus doux, comme si quelque chose avait été libéré. Ils continuèrent à marcher, quelques pas de plus, vers Sophie, qui attendait sous les dernières lueurs orangées du jour. Ses petits pieds traînaient sur le chemin de gravier, sa robe bleue se balançait encore légèrement à chaque brise. Elle leva les yeux vers eux, son sourire lumineux et pensif tout à la fois. « Papa, demanda-t-elle, penchant la tête, quand je serai grande, est-ce que je pourrai être quelqu'un qui aide les gens comme toi ?» Ethan s'arrêta, clignant des yeux pour chasser les dernières larmes. Il s'agenouilla pour que leurs yeux soient au même niveau. « Ma chérie, dit-il, la voix emplie d'amour, tu n'as pas besoin d'attendre d'être grande. Tu le es déjà. » Et en disant ces mots, il savait qu'ils étaient vrais. Elle avait déjà changé des vies, la sienne, celle de sa mère, la sienne propre. Non pas avec de grands gestes, mais avec grâce, résilience et un cœur qui avait choisi l'amour face à la douleur. Et parfois, pensa Ethan, c'était le plus vrai genre de héros qui puisse exister. Ainsi, les portes du tribunal se sont refermées, mais l'histoire d'Ethan et Sophie restera probablement avec nous très longtemps. Il est facile de croire que la victoire réside dans le verdict rendu, dans les années que le traître passera derrière les barreaux. Mais je me demande, peut-être que la vraie victoire s'est produite ailleurs, en silence. Elle s'est produite au moment où Ethan, un soldat entraîné pour les champs de bataille les plus féroces, a choisi de s'engager dans un combat bien plus difficile, la bataille du cœur. Sa plus grande force n'était pas dans son uniforme, mais dans sa décision d'écouter patiemment les cris silencieux cachés dans les yeux de sa fille. Et puis il y a Sophie, une petite fille qui nous a appris que le pardon ne consiste pas toujours à soulager la culpabilité de quelqu'un d'autre. Il s'agit de libérer notre propre âme du poids du passé. Son essai n'était pas seulement un devoir scolaire. C'était une déclaration de liberté, une affirmation silencieuse que les cicatrices ne définissent pas notre avenir. Cette histoire a peut-être laissé une lourdeur dans votre cœur, n'est-ce pas? J'aimerais vraiment savoir quel moment de ce voyage père-fille restera avec vous longtemps après la fin de l'histoire. Et cela m'a fait réfléchir à nos propres vies. Qui a été votre constante, celui ou celle qui vous a soutenu à travers vos jours les plus orageux, celui ou celle qui vous a appris à sourire à nouveau, celui ou celle que vous aimeriez serrer un peu plus longtemps? Ce n'était pas une histoire facile, alors j'espère sincèrement que vous allez bien. Prenez un moment pour faire une pause, respirer, être doux avec vous-même. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la toute fin. J'espère que nous nous reverrons bientôt.